Europe 1 Soir. Europe 1, 19h30, l'heure des récits d'Europe 1 Soir. Avec vous, Nicolas Poincaré. Avec ce soir, Catherine, dans les récits d'Europe 1 Soir, une rencontre avec un faux ou un vrai Modeste. C'est une des questions qu'on va se poser. Rencontre en tout cas avec une grande vedette du cinéma qui ne se prend pas pour une vedette, qui se définit même lui-même comme le Poulidor de la pellicule, c'est-à-dire l'éternel second. Et pourtant, on le connaît tous. Bonsoir Michel Galabru. Bonsoir, bonsoir. À 89 ans, vous publiez des mémoires chez Michel Lafon. Ça s'appelle « Je ne sais pas dire non ». Et ce titre, je ne l'ai pas compris tout de suite. Ça veut dire « Je n'ai pas su dire non à toutes les propositions de films qui m'étaient proposés dans ma carrière ». Non, c'est général, c'est dans la vie, c'est un caractère. On dit de quelqu'un, il a du caractère, il n'a pas la langue de bois, il est... Vous voyez, c'est des caractères, ça c'est à la naissance. Et ma mère et moi, on était des gens qui évitions l'obstacle, c'était éviter l'obstacle, ne pas aller de front. Mon père était très autoritaire, donc elle le contournait. Et moi, c'était pareil. Tandis que mon frère, et il faisait de l'admiration de mon père pour ça, des petits bébés, il avait badigeonné sa chambre de ce que vous pensez, et on s'est dit, quand mon père va arriver, ça va être épouvantable, et il s'est planté devant mon père, et il avait 4 ans, je sais pas, et il a dit, bébé, feuilla encore. À partir de là, c'est lu dans les yeux de mon père une admiration sans borne. C'était un homme de caractère, voilà. Alors j'ai lu tout ça, le récit sur votre père qui était un grand ingénieur des ponts, Oui. qui a construit des ports en Afrique du Nord et au Havre. Mais ce qui m'étonne, c'est de vous voir là, à 89 ans, dès les premiers mots, nous parler de votre père. Est-ce que ça veut dire que quand on a un père marquant comme ça, toute la vie jusqu'au dernier souffle, on reste marqué par son papa? Je sais pas, on s'aperçoit de choses comme ça après. On adorait notre mère, et puis avec mon frère, on parle plus de mon père. C'est drôle, ça. Je lui ai fait remarquer, il m'a dit oui, c'est curieux. Parce que mon père avait une grande personnalité. J'ai rencontré encore, parce qu'il était professeur à l'école des ponts, j'ai rencontré un monsieur déjà âgé, parce que il me disait, on avait peur de votre père. Ben, je dis, ça m'étonne pas. Et alors, pour vous imposer dans cette famille, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une arme. Vous ne l'avez pas vu tout de suite, c'est venu progressivement. Vous aviez une arme, vous étiez plutôt rigolo. Ah oui, j'aimais les gens rigolos. Mais vous ne l'avez pas tout de suite compris que ça allait être votre façon de trouver votre place, de faire rire. Même au conservatoire, vous n'êtes pas rentré en vous disant je serai un acteur comique. C'est venu au fur et à mesure. Je ne savais pas exactement. Non, vous savez, on se cherche. Non, moi, vous savez, vous avez beaucoup de jeunes gens maintenant, vous les voyez d'ailleurs, là, ils s'habillent en Claude François, il y en a beaucoup. D'autres s'habillent en Johnny Hallyday, ce sont leurs idoles. Ils s'identifient. C'est très curieux, ils s'identifient. C'est un rêve impossible mais ils s'habillent comme... Et moi, c'était Sacha Guitry. Et je m'habillais comme lui, je mettais des bagues. Sur mon Monoprix, je n'avais pas les moyens. À 20 francs qui déteignaient sur mes doigts, c'était dégueulasse. Et il m'a sauvé parce que je ne faisais rien en classe. Et il m'a initié d'abord à ses pièces, puis après, tous les gens qu'il admirait. Il admirait beaucoup de gens, il admirait beaucoup de... Anatole France, un tas de peintres, de Saint-Saëns, il parlait de ces gens-là, quoi. Moi, je ne les connaissais pas. Il parlait de Molière, tout ça. Chaque fois qu'il parlait de quelqu'un, j'allais voir, quoi, c'est ça. Alors, Sacha Guitry, il est à l'origine de votre vocation, mais ensuite, elle s'affine, c'est ce que je disais à l'instant, au conservatoire, c'est que vous avez un professeur qui ne vous a pas capté, comme on dirait aujourd'hui, qui ne vous a pas vraiment reconnu, qui ne vous considère pas beaucoup, jusqu'au jour où, presque sans le faire exprès, vous faites rire. Ah oui, mais je faisais rire déjà, enfant, parce que je me sentais un peu anormal, un peu j'avais une tête... que j'étais complexé, donc on se réfugie dans le rire dans ces cas-là. Et alors, bon, je faisais rire les gens, ça m'emmerdait même parce que il y a un professeur il n'y a pas beaucoup de gens psychologues chez les professeurs parce qu'ils s'occupent toujours des premiers de classe, il ferait mieux de s'occuper des types qui... Ouais, je suis d'accord. Être cancre, on ne le fait pas exprès. Mais non. On ne le fait pas exprès, on en souffre. Il devrait comprendre ça, il devrait s'en occuper. Et un jour, il y a un professeur qui a dit, si vous ne riez pas quand il parle, vous lui rendez mauvais service.
vous allez le faire mettre à la porte, vous voyez. Lui était intelligent. Alors, le cancre que vous étiez, vous en parlez donc dans ce livre, je ne sais pas dire non, chez Michel Lafon, Michel Galabru. Le cancre que vous étiez a eu sa revanche, non pas quand vous êtes dirigé vers le théâtre, parce que là encore, votre père était inquiet pour vous, comme tous les papas. Était très pénible, oui. Et puis, votre revanche, vous l'avez quand vous êtes premier au conservatoire et embauché aussitôt à l'Académie à la Comédie Française, bien sûr. Voilà. Pour des gens bourgeois, c'était très important que ce soit la Comédie Française. J'aurais pu briller sur les boulevards, ça c'était toujours le bohème, mais la Comédie Française, alors mon père, là, il n'en pouvait plus. Comme il avait l'habitude d'aller voir les censeurs, les proviseurs et les professeurs, il est allé voir l'administrateur comme si j'étais un gamin. L'administrateur, d'ailleurs, me l'avait fait remarquer. Votre père est venu me voir, mais pourquoi, etc., quoi. C'était très curieux. Ça. Alors, il y a une phrase dans votre livre que j'ai trouvée très intéressante. On a l'impression que c'est toute votre philosophie, en fait. Vous dites, en gros, tout ce que les hommes font dans la vie, que ce soit nous, les acteurs, ou bien les entrepreneurs, ou bien les sportifs qui courent le 100 mètres, en fait, tout ce que les hommes font, c'est pour séduire les femmes. C'est ça. Il y a chez l'homme une vanité. Ma mère le disait, qui disait quand un homme a fait une conquête féminine, regardez, c'est comme un coq qui chante, cocorico. C'est une victoire. C'est très curieux, ces choses-là. Oui, il semble que l'homme, pour l'argent et le succès pour les femmes, les femmes, c'est une autre tactique. Elles se parent, c'est très curieux de voir même une petite fille déjà choisir ses robes. Moi, j'ai une petite fille, elle veut pas ses chaussures, elle veut celle-là. C'est inné en elle. C'est la séduction. Et l'homme, c'est la victoire. Il a trouvé une belle fille. Il sort avec une belle fille. Oui, mais à vous lire, c'est pas juste sortir avec une belle fille, c'est vraiment les conquérir pour leur faire l'amour. Oui, tous les hommes. Le plus de femmes possible. Pourquoi ils veulent gagner de l'argent? Pourquoi ils veulent se faire connaître? Pourquoi ils font de la politique? Pourquoi ils veulent briller? Pour avoir de l'argent et des femmes. On dirait même d'abord des femmes, mais pour avoir des femmes, il faut souvent, excusez-moi, mais de l'argent. Et ça a marché pour vous, globalement? Non. Ah, attention. Dès que je suis rentré à la Comédie Française... Et ouais, à l'époque, c'était quelque chose d'être à la Comédie Française. Je me suis marié, j'avais jamais de femme. Paf, j'en ai une tout de suite. Oui. Ça vous fait rire, ce souvenir. Oui, parce que la coïncidence, c'est formidable. Dès que vous avez acquis un statut social, paf, une femme dans votre vie. Oui, c'est très rapide, oui. Michel Galabru, on marque une pause, on reste avec vous, on va parler de vos succès, on va parler, du Gendarme à Saint-Tropez, par exemple. À tout de suite. Europe 1 Soir. Michel Galabru est avec nous en studio en forme et qui publie Je ne sais pas dire non chez Michel Lafon. La suite des récits tout de suite avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, Michel Galabru qui nous le disait pendant la pause, il a joué dans environ 250 films, dont 15 où il avait un rôle intéressant. Ça en fait un paquet où vous n'aviez pas de rôle intéressant, Michel Galabru. Ça fait compter sur 250, moins 15... Pas combien ça fait parce que 225, 235 fois 2 jours. Ouais. Voilà. Ouais, des petits rôles. Ça fait une année, quoi. Et alors, ce film-là, écoutez. Le Gendarme à Saint-Tropez, bien sûr, vous le classez dans quelle catégorie? Les rôles intéressants? Le rôle qui m'a porté bonheur, le rôle qui m'a médiatisé, parce que vous savez, dans ce métier, vous avez des gens qui ont beaucoup de talent, ces rôles-là, moi je les connais, parce que j'étais à la Comédie Française, il y avait des femmes, il y avait le feu sur scène, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas médiatisées, elles ne sont pas connues. C'est ça, se faire connaître, il faut, dans ce métier, avoir une chance, une coïncidence d'un rôle qui fait partie d'une équipe, d'un film, d'une pièce, qui est un événement. Alors le gendarme, fort curieusement, alors qu'on pensait qu'il tournait une espèce de petite franchouilleuse, je ne sais quoi. Franchouillardise, on va dire. Franchouillardise, fait que De Funès, qui était traité de ringard, il en souffrait beaucoup d'ailleurs, il voulait tourner
avec des grands. Alors il a fait une pièce d'Anouilh, tout ça pour essayer de se dédouaner à l'époque de ce qu'il tournait. Il me disait, toujours, il en souffrait, le pauvre, parce que... Et alors, il y en a eu combien, des gendarmes en tout? 5 ou 6. 5 ou 6, oui. avec je ne sais pas combien de millions de Ah, il y a spectateurs. eu et puis ça continue. C'est dès qu'un petit sort du ventre de sa mère, on lui file une cassette. C'est un phénomène un peu inexplicable. Hein. Alors, vous disiez Louis de Funès, ce ringard, mais à vous lire, c'était pas lui le ringard dans le film, parce que vous racontez une anecdote extraordinaire. Vous étiez en vacances à Saint-Tropez, vous aviez décidé d'aller voir à quoi ressemblait cette petite ville du Var dont on parlait tant. Oui. Vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous ouvrez la fenêtre, et alors, hasard incroyable, il y a des producteurs de cinéma Oui, c'est à la ça, terrasse d'en dessous oui. qui sont en train de préparer les gendarmes. Voilà, Et exactement. ils savent pas que vous les écoutez. Qu'est-ce Et qu'ils non, disent? alors ils disent, alors je me rappelle toujours de ces phrases. Alors vous me mettez De Funès, parce que De Funès n'était pas encore une vedette, il commençait, bon, il était peut-être à mon stade que j'ai maintenant, vous voyez, c'était bon. Et brusquement, vous mettrez De Funès, et je veux après des ringards. Vous m'entendez, j'entends encore ce mot, vous m'entendez bien, car je ne veux pas les payer. D'accord. Donc là, vous entendez dire qu'il y a un film qui va se monter avec De Funès et des ringards, Oui. et paf, vous recevez un coup de téléphone. Ah oui, non, je rentre à Paris. Ouais. Et je me baladais dans Paris parce que Saint-Tropez, ça me plaisait pas tellement. Je m'étais emmerdé. Je rentre à Paris, je vais me balader parce que j'adore ça. Et en rentrant, ma femme me dit, demain, tu pars pour Saint-Tropez. Ah, j'ai dit, ah non. Ah non, ils veulent des ringards. Ah non, Ah non. non. Et Eh vous bien, êtes- si, tu pars pour Saint-Tropez, la caisse est vide, il faut partir. Et j'ai pris le train le lendemain et je me suis retrouvé exactement au même endroit sur la plage où j'étais tout seul. Incroyable. Et vous aviez entendu les producteurs parler Ouais, quelques jours ouais, avant. ouais. Juste avant, il y a eu un rôle qui vous avait rendu célèbre, peut-être le premier, où on a commencé à vous reconnaître dans la rue. C'était dans La femme, le mari et la mort. Vous jouiez le Ça, rôle... c'est une télévision. ça. Ouais, une télé. Et c'est là que vous découvrez la notoriété. Vous jouiez le rôle d'un cocu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la télévision, à ce moment-là, la télévision médiatise les gens. Enfin, de façon, celle qui indique le temps, par exemple, est plus connue qu'une sociétaire de la Comédie Française. Vous savez, la médiatisation pour un comédien, et pour un homme politique, tout ça, c'est essentiel. C'est une façon d'une fenêtre qui s'ouvre et de pouvoir être connu, donc d'avoir des propositions et tout ça. Vous êtes vendable, vous êtes Bankable. en vieux bankable, jeu. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, et c'est très difficile de l'être. Alors, moi, je dis toujours, il vaut mieux qu'une jeune fille se montre sur un chameau à moitié nu en rentrant dans le hall du Carlton pendant le festival de Cannes que de bien jouer fait dans la Comédie Française. Si elle joue bien fait dans la Comédie Française, elle aura 3 lignes dans le Figaro et ce sera oublié. Tandis que celle qui est sur le chameau, elle aura cover, elle aura gala, elle aura voici, voilà. Vous comprenez? Et le lendemain, des photos partout. Et si elle est belle, elle a des propositions. Vous voyez. Ça vous agace un petit peu aujourd'hui, les jeunes qui obtiennent la notoriété, comme vous venez de le décrire, en faisant le buzz une fois, en faisant parler d'eux? C'est-à-dire qu'il y a une injustice, il y a le chambardement des valeurs. C'est pas tout à... Quelquefois, ça coïncide avec quelqu'un qui a du talent, bien souvent, grâce à Dieu. Mais ce qui est pénible, c'est quand vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup de talent ou quelqu'une et que vous voyez que elle gagne tout juste sa vie, quoi. Michel Galabru, on va terminer avec ça, le jour où justement votre talent a été reconnu par la profession. Vous le racontez dans vos mémoires chez Michel Lafon, je ne sais pas dire non. On est en 77, vous êtes sélectionné pour le César du meilleur acteur pour le film Le juge et l'assassin. Et il y a sélectionné dans la même catégorie Patrick Devers, Gérard Depardieu, Alain Delon et vous, si bien que vous n'y croyez pas une seconde. Ah bah comment c'est une affiche extraordinaire à ce moment-là. Patrick Devers était très très brillant et puis il en faisait fil sur film. Delon, n'en parlons pas, c'était la superstar. Depardieu, n'en parlons pas. Et vous Depardieu, c'était le monstre sacré. Il n'y avait aucune possibilité. D'ailleurs, il y avait un journaliste humoristique qui avait fait le parallèle de 2 carrières, celle d'Alain Delon. Vous voyez des films avec des très grands metteurs en scène, ce qu'il avait fait en Italie et partout. Et puis il y avait ma carrière avec une série de navets insensés. Et donc, c'était très drôle d'ailleurs. Et donc vous avez failli ne pas y aller, vous ne vouliez pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Et quand j'étais piqué au vif, parce que d'abord, le président, M. Cravel, était venu me voir personnellement, il disait, vous avez des chances de l'avoir. J'ai toujours supposé qu'il savait quelque chose avant, il disait que c'était secret. Je n'en sais rien, enfin, il avait l'air de savoir.
Et puis je suis rentré chez moi et ma femme m'a dit, alors tu n'y vas pas. Vous savez, elles sont toujours un peu provocantes. Tu n'y vas pas. Eh non, je dis, eh non. Et voilà qu'elle me dit, alors, Alain Delon, lui, il ira parce qu'il en a entre les jambes. Voilà, alors je ne dis rien devant l'insulte. Et puis, bon, on me dit, alors, ouais, qui va chercher du pain? Les enfants ne bougent pas comme d'habitude. J'y vais, et, oh non, je cherche le pain, je me dis, oh, c'est de la connerie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu y vas, puis c'est tout, qu'est-ce que ça peut foutre? Et alors, je reviens, j'ose pas dire à ma femme que j'y vais, naturellement. Alors, je mets mon smoking, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Ben oui. Ah, j'en étais sûr, voilà. Et Catherine, Alors, pour devinez qui l'a lu. m'empêcher de me coiffer des trucs, eh ben, tu m'attendras. Comme ça que je vais arriver en retard. Et vous y êtes allé. Et qui a eu le César en 77 entre Patrick Devers, Gérard Depardieu, Alain Delon et Michel Galabru? Catherine, à votre avis? Ah bah, Galabru. Eh bien Bah oui, c'est oui. Michel Galabru Ah, qui a eu ce Michel. César 77. Et Ça, Delon n'était pas là. et ben voilà, c'est pour ça qu'il ne l'a pas eu peut-être. Tout ça et plein d'autres histoires sur votre longue vie. Michel Galabru, 89 ans et en pleine forme, publie Je ne sais pas dire non chez Michel Lafon. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Dans un instant, ça va mal finir.